Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver pour un nouveau rendez-vous de Mélodie de ma vie. Alors aujourd'hui, dans Mélodie de ma vie, quelqu'un qui me fait très plaisir d'accueillir, mais je crois que je ne suis pas le seul à avoir beaucoup de plaisir à l'accueillir. Aujourd'hui, dans Mélodie de ma vie, Frédéric François. Bonjour, bonjour à vous toutes. Bonjour, et à vous tous. bonjour Fredo, comment allez-vous? Super bien, vraiment en super forme. Alors, on est d'autant plus content que vous ayez accepté de venir Ça me fait plaisir. accepter notre invitation, on sait que vous êtes dans une actualité un petit peu chargée en ce moment. Il y a un live qui sort de votre Olympia, vous terminez votre tournée, vous commencez, mon petit doigt m'a dit que vous commenciez à travailler sur un nouvel album. Oui, mais vous connaissez tout. Donc on est d'autant plus sensible au fait que vous ayez fait une petite halte ici à la SACEM, la Société des auteurs, compositeurs de musique. La SACEM, c'est important. C'est une maison à laquelle vous êtes attaché. La SACEM, c'est important parce qu'elle défend nos droits et donc le droit des compositeurs, des auteurs. Et je pense que c'est vital pour les artistes comme nous. Alors, Fredo, on va survoler votre carrière, mais surtout, on vous a demandé en amont quelles étaient les chansons qui vous avaient donné envie d'être qui vous êtes aujourd'hui. Les chanteurs, les chansons qui vous avaient structuré, qui vous avaient donné envie tout simplement de faire cette carrière. Alors, au travers de ces chansons, on va parcourir votre vie. Alors, pour ceux qui ne le sauraient pas encore, votre vrai nom, c'est Francesco Baracato. Francesco Baracato, c'est exact. Vous êtes le deuxième enfant d'une fratrie de 9 enfants? De 8 enfants. 8 enfants. Ah, j'en avais rajouté un. Alors, vous voyez, non, mais au départ 9, mais 8 enfants, voilà. D'accord. Et puis, vous arrivez au tout début des années 50 avec votre maman et votre grand frère. Oui, en 51 la première fois et en 54 définitivement. Alors, votre papa, Pépino, est venu de Sicile. Il a trouvé un travail en tant que mineur dans les mines du côté de Liège, le bassin mouillé de Belgique. Et vous arrivez, vous avez une enfance que vous avez toujours décrite comme une enfance heureuse. Vous dites souvent, on n'avait pas énormément de sous, mais on avait beaucoup d'amour. Oui, bien sûr. Pour l'histoire dont mon père travaillait au départ dans les mines de soufre, et un jour, sur la place du village, il y avait des affiches où on offrait bien sûr aux travailleurs de venir travailler dans les mines de charbon, et on offrait ceci et cela. Et donc, pour mon père, c'était, il allait découvrir l'Amérique. C'est comme ça qu'il a quitté la Sicile et qu'il est arrivé en Belgique pour travailler dans les mines de charbon. Pour lui, c'était la découverte de l'Amérique, en fait. Mais il était ouvrier mineur. Mais à l'époque, ça permettait d'envoyer l'argent en Sicile. Et là, il pouvait vivre, entre guillemets, une vie un peu plus digne. Parce que quand il travaillait à la mine de soufre, il travaillait une semaine pour gagner de quoi s'acheter peut-être un pain, tu vois. Donc voilà, pour lui, c'était très important d'immigrer. Et notre enfance, magnifique, magnifique. C'était une enfance, pas de vacances, pas de télévision, pas de voiture, mais de l'amour, vraiment beaucoup d'amour. Mon père qui chantait tous les matins toutes des chansons d'amour, c'était une ambiance vraiment extraordinaire. Même si on n'avait rien, on avait tout. On avait cet amour et ce père qui avait émigré avec sa guitare, qui rêvait d'être chanteur et qui nous faisait rêver avec sa voix et toutes les chansons qu'il nous interprétait. La première fois que vous avez entendu chanter, la première fois que vous avez entendu donc des chansons, vos premiers souvenirs auditifs, c'est votre papa qui chante, c'est Pépino qui chante. C'est lui. C'est le dimanche matin. Donc, le dimanche, bien sûr, jour de repos, vers 10h, 11h peut-être. Moi, je revenais de la messe, parce que j'allais tous les dimanches à la messe. Et donc, quand je revenais, il était là déjà avec sa guitare et il chantait des chansons napolitaines, des chansons d'amour, des airs d'opéra avec sa guitare. Ma mère préparait le déjeuner. Des pâtes. Et les pâtes, ça sentait bon, la sauce tomate, les spaghettis. Et les enfants couraient comme ça dans cette toute petite maison qui était juste en face du charbonnage. Il y avait quoi? Il y avait un tout petit salon, il y avait une cuisine et une chambre à coucher. Mon Dieu, pour 7, puis pour 8 personnes, c'était... Et beaucoup de bonheur. Mais beaucoup de bonheur, voilà. C'est pour ça que je dis toujours, j'ai une enfance heureuse, parce qu'il ne nous manquait rien. Parmi les anecdotes que j'aimerais que vous nous racontiez, moi, une anecdote qui m'a profondément touché la première fois où vous me l'avez raconté, on a la chance de se connaître un petit peu dans la vie de tous les jours. Vous vouliez une télévision et votre papa ne voulait pas vous dire qu'il n'avait pas les moyens de vous l'offrir. Je vous laisse raconter la suite. Oui, bien sûr, je dis tout le temps qu'on était heureux. C'est la vérité, on était heureux. Mais les copains avaient une télévision. Donc nous, à la maison, on aurait bien voulu cette télévision-là. Et le seul moment
où on pouvait convaincre notre papa d'acheter une télévision, c'était le dimanche après-midi, quand il avait bu sa bouteille de vin. Là, tout était permis. Il nous achetait la glace. Oh, papa, on voudrait ceci, on voudrait cela. Oui, oui, pas de problème, les enfants. Et ce jour-là, on se dit, papa, tu sais, comme on voudrait tellement avoir une télévision. Il nous a pris tous par la main. Il y avait un magasin d'électroménager pas très loin, juste la rue d'à côté. On est arrivé là-bas, devant cette vitrine, et nous, on était émerveillés. On disait, ah, celle-là. Mon frère disait, non, non, ma sœur, non, celle-là, papa, celle-là, oui, celle-là. Et lui, il dit, ah bah, sans problème, on va acheter celle-là. Et là, il l'ouvre, il pousse la porte. Dimanche après-midi. Dimanche après-midi, vous comprenez. Il pousse cette porte et il nous regarde et dit, oh, mon Dieu, c'est fermé. Mais ne vous tracassez pas, les enfants, on reviendra dimanche prochain. C'est une très belle anecdote. C'était sa façon à lui de ne pas vous dire je ne peux pas vous l'offrir, oui, mais de continuer à vous faire rêver. Mon Dieu, il ne pouvait pas nous la payer, c'est vrai. Et nous, on assistait. Et lui, pour vraiment nous contenter, il disait on reviendra dimanche prochain. Et le dimanche prochain, nous, bien sûr, les petits-enfants, on disait waouh, c'est dimanche, on redemande la télé. Et à nouveau, on repartait. Et c'était la même scène, jusqu'au jour où, à mon avis, il a culpabilisé sûrement. Et il s'est dit bon, je vais quand même faire un effort. Je n'ai pas les moyens d'acheter la télévision. Je vais le racheter. On est rentré pour acheter la télévision et il nous a acheté il a acheté un pick-up, radio pick-up. Et là, il a acheté son disque préféré, O Sole Mio. Et c'était un disque Barclay qui tournait et c'était Dalida qui chantait O Sole Mio. En 63, vous devenez guitariste semi-professionnel. Oui. Vous intégrez un groupe qui s'appelle Les Éperviers. Oui, c'est ça. Mon père se déguise en impresario parce qu'il garde quand même... en Sicile, il apportait des sérénades. Donc, le rêve de sa vie, c'est qu'un de ses enfants puisse devenir ce que lui avait rêvé. Et donc là, rue Villeneuve, exactement, on cherche un musicien. Mon père va frapper à la porte et dit, voilà, moi, j'ai 2 fils qui jouent de la guitare. Rosario, mon grand frère, est engagé. Puis un jour, il a un petit accident en usine et c'est moi qui le remplace. Donc j'ai 13 ans et pour la première fois, je fais mon premier bal à Waré-l'Évêque en Belgique, l'année 63, et me voilà sur scène avec la guitare de mon frère qui pesait 1 tonne et son costume. Mais c'était votre désir ou c'était le désir de votre papa? C'était le désir de mon père, tout le temps, toute ma vie. Je pense que c'est lui qui a tout organisé. Tu vois, votre voix, vous rendiez bien compte, en testant sur votre entourage, sur votre famille, sur votre cercle de famille ou votre cercle amical, vous aviez dû comprendre quand même que votre voix elle avait un petit truc de spécifique. Oui, mais de là à devenir une star, de là à devenir un chanteur, je ne savais pas. Oui, j'avais envie de chanter, j'avais envie de jouer de la guitare. À 10 ans, quand j'allais chercher au café du coin, qui était le café du Passage à Niveau, il était fier de moi, il me mettait sur la table, il disait à tous ses potes, voilà, écoutez, mon fils va vous chanter O Sole Mio. Et je chantais O Sole Mio. Donc, il savait que j'avais une voix, il savait que je m'intéressais à la musique. Donc, tout ce que lui avait rêvé, vroom. Vous l'incarniez à votre tour. Exactement. Lui avait vraiment envie de vous voir en haut de l'affiche. Peut-être que ma mère... bien souvent, la maman ne dit jamais rien, mais entre nous, je pense que c'est la maman qui gère la famille. Parce que tout ça avait quand même un coût. Il fallait payer le bus, il fallait payer les livres de musique. Et donc, sûrement que ma mère avait dit « oui, d'accord, oui, parce que vraiment, je sens que lui, il n'est pas comme les autres ». Et puis, je ne dis pas que j'étais le préféré de ma mère, mais un petit peu. C'est moi qui faisais toutes les courses, c'est moi qui organisais tout. Elle avait confiance en moi. Frédéric, 66, la première vraie consécration. Les Tigres Sauvages, un nouveau groupe que vous intégrez, et le Micro-Sillon d'Argent. Et là, je crois, une rencontre qui va terriblement compter dans votre vie. Vous remportez donc ce concours de chant, qui est le Micro-Sillon d'Argent, et vous faites une rencontre absolument dingue. Racontez-nous ça. Alors, d'abord, ça se passait à 100 km de chez moi. C'était loin, en province. Comment ce père qui parlait à peine le français était au courant de ce festival? Comment a-t-il fait pour m'inscrire à ce festival? Je me suis toujours posé la question. Il y croyait vraiment, quoi, en fait. Voilà. Et donc voilà, et avec les Tigres Sauvages, je fais partie des Tigres Sauvages parce que c'est lui
qui est allé trouver son ami sicilien en disant j'ai un fils qui chante, ce serait bien qu'il puisse passer en attraction, tu vois, pendant que vous faites le bal. Et le mec a dit oui, oui. C'était votre producteur, votre attaché de presse, votre impresseur, il sait tout, quoi. Et me voici dans ce grand festival de Châtelet à faire ce concours de chant. Dans le jury, il y a un gars qui s'appelle Bob Jacquemin, qui était un musicien de Réventura. Et voilà. Référence, quand même. Oui, je fais éliminatoire, demi-finale, et me voici en finale. Et je gagne pour la première fois de ma vie un concours de chant. À la clé, il y avait un disque. Et donc, le seul gag, c'est que c'est mon père qui devait acheter les 500 disques. Et là, c'est un truc un petit peu... ça a été très dur. Et bon, il a acheté les 500 disques et puis il allait de bar en bar, de bistrot. Il les a placés dans oui, dans voilà. tous les jukebox. Il les plaçait dans les jukebox partout et il en était très très fier. Et suite à ce festival, Raymond Wanin, qui était le directeur de ce festival, celui qui gagnait, passait en première partie de Hallyday, de Pascal Danel et de Polnareff. 3 stars. Et me voici en première partie de Polnareff. Moi, j'adorais Polnareff. J'allais au conservatoire avec mon cartable, et sur mon cartable, il y avait des photos de Polnareff. Il n'y avait que Polnareff. J'écoutais que Polnareff. Je trouvais que sa voix avait une connotation avec la mienne, les aigus, la voix de tête et tout. Et puis, j'adorais cette façon d'écrire la musique. Donc vous vous retrouvez à 16 ans en face de votre idole. Et voilà, me voici dans sa loge, dédicacé et tout. Je fais sa première partie, il fait son spectacle. Et puis, bien sûr, il rentre sur Paris. Mais il n'y avait pas d'autoroute à l'époque. Et moi, j'habitais sur sa route, sur le chemin. Et c'était à Othon, de Othon, Liège. Et puis, il prenait le chemin pour Paris. Et là, Wanin a dit à Polnareff, ce serait bien que tu raccompagnes le petit, tu vois. Et me voici dans une Rolls pour la première fois de ma vie. Moi qui n'avais même pas un vélo, rien du tout. Me voici dans une Rolls à côté de Polnareff. Il était à ma gauche avec un ciré, son jeans noir, un ciré vert, je crois que c'était la mode. Et les grosses lunettes étaient déjà là ou pas? Non, il n'y avait pas de lunettes, ses cheveux blonds. Et le conducteur était Paul de Somville. Carrément. Et moi, me voici arrivé en face du charbonnage. À Tilleur. À Tilleur, parce que j'habitais là, en face du charbonnage. Voilà, j'ai dit au revoir à tout le monde et je suis rentré chez moi. Et le lendemain, j'ai dit à mes copains, vous savez quoi? Michel Polnareff m'a raccompagné chez moi. Ils vous ont cru? Jamais. J'ai dit, regardez la photo, regardez. Et voilà, c'est une anecdote qui m'a... Et c'est à ce moment-là que vous dites, vous commencez à y croire, vous dites peut-être que c'est dans ce métier-là que je vais pouvoir... Oh oui, peut-être m'exprimer. que je pourrais, oui, peut-être, oui. Et en fait, à ce moment-là, j'ai 16 ans, et à côté de chez moi habite Rosario Marino, qui... Votre parolier, votre complice de... Oh oui, bien des 20 sûr, premières avec années. avec qui on a écrit tous les tubes. Mais à l'époque, bon, il écrivait des petits poèmes, et j'avais mis en musique son premier poème. Et avec Marino, bien sûr, on a écrit une centaine de chansons dans un cahier que je garde secrètement et précieusement chez moi. Et voilà, et dans ce cahier, il y avait des chansons avec déjà la connotation de Polnareff. Et donc, je me disais, si un jour j'ai la chance de faire un disque, de percer, ce serait génial. Je ne savais pas encore ce que c'était devenir, en faire mon métier. Je voulais en fait faire un disque. Et grâce peut-être à ce concours, un impresario a entendu parler de moi. Monique, la femme de votre vie, celle qui est toujours à vos côtés, que l'on voit toujours dans la loge les soirs de première. Sans elle, vous auriez fait cette carrière-là? Elle a été la première à m'encourager. En fait, comment ça se passe? Nous habitons dans un nouveau quartier parce qu'on attendait les maisons communales avec impatience. Elle, comme son père, comme mon père. Et donc nous habitions dans le bas, où il y avait le charbonnage. Et puis, on a droit aux maisons communales. Et nous voici dans une cité. Elle, le premier bloc. Moi, le troisième bloc. Vous l'avez repérée déjà? Oui, mais elle faisait partie d'une bande. D'accord. Une bande qui avait les moyens de sortir. Moi, je ne pouvais pas sortir, je n'avais pas les moyens. Je savais dans quelle famille j'évoluais et c'était déjà bien comme ça. Et donc, je passais avec ma guitare ou avec le violon. J'allais au conservatoire et voilà, je faisais des petits signes et sans plus. Et puis un jour,
je suis, en face de chez moi, il y avait un petit mur, et je suis sur mon petit mur, comme tous les matins, parce que j'ai conservatoire l'après-midi, et donc le matin, avec ma guitare, je me répète les chansons de ce fameux cahier, et je me chante des chansons. Et je vois cette fille qui quitte le bloc numéro 1, Et qui passe. et qui vient s'asseoir à côté de moi sur ce petit mur. Et voilà, elle me dit, tiens, tu fais des chansons? Je dis oui. Tu veux écouter une chanson ou l'autre? Et je lui fais écouter quelques chansons. Elle me dit, waouh, mais c'est bien, il faut que tu... vraiment, il faut que tu insistes, il faut que tu fasses... Il y a cru tout de suite. Il faut que tu fasses des disques, il faut... c'est génial. Et je dis, mais justement, il y a quelques mois, une voiture rouge s'était arrêtée devant chez moi, avec un impresario qui est sorti de cette voiture, une voiture décapotable, qui est venu sonner chez mon père et qui avait dit, voilà, j'ai entendu parler de votre fils, faites-moi une cassette et si les chansons m'intéressent, je l'enregistre. Et je dis à Monique, bah justement, je vais sortir un disque cet été qui s'appelle Petite fille et ne pleure pas. Et elle me dit, qu'est-ce que tu fais ce soir? Et elle me dit, voilà, si tu veux, on va à la GOC, c'était comment je veux dire La maison des jeunes? La maison des jeunes, tu vois. Et donc elle me dit, voilà, on ne paye pas, tu viens, on est tous entre copains, on boit un verre. Et je suis allé, normalement. Vous étiez extrêmement timide, vous, ou très entreprenant avec les jeunes filles? Très timide. Ah, vraiment. On a du mal à le croire aujourd'hui. Nul en drague. On a beaucoup de mal à vous croire aujourd'hui. Mais nul en drague. Non, je sortais pas, j'avais pas les moyens, je faisais rien. J'étais avec ma musique dans mon monde. Et puis voilà. Et c'est elle qui a dit, voilà, ben, je vais vous payer un verre. Et là, j'ai commencé à danser maladroitement, comme d'habitude, hein, et à me serrer un peu plus. Et c'était quoi la chanson? Et la chanson, c'était une chanson de Sinatra, Strangers in the Night. Fredo, on vous remercie vraiment beaucoup C'est d'avoir moi pris qui le vous temps de remercie, venir nous raconter toutes ces belles histoires, toutes ces belles anecdotes. J'ai passé un très bon moment. Nous aussi, et je pense que nos téléspectateurs auront aussi passé un excellent moment. En tout cas, on l'espère. C'était un vrai plaisir de vous accueillir. Voilà, je vous ai raconté un peu ma vie, des choses que je ne dis pas souvent, mais qui me tiennent à cœur. Maintenant, on se connaît un peu mieux. À bientôt, Fredo, et bonne bientôt. route, parce que je sais que vous avez Voilà. beaucoup de travail qui vous attend. Merci. Ciao, ciao. À bientôt. Au revoir.